Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce dimanche pour parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité en ce moment, qui est l'affaire Pellico, ou l'affaire des vidéos de Mazan. Je vais beaucoup biper certains mots pour que cette vidéo ne tombe pas dans les limbes de l'algorithme YouTube, donc n'hésitez pas à l'encourager d'ailleurs si vous avez envie que le sujet soit vu. Évidemment, petit trigger warning ou petit avertissement dans cette vidéo, on va parler de VSS, donc de violences sexistes et sexuelles, on va parler de voilà, et je vais à quelques moments être descriptive dans l'explication des définitions, ce genre de choses, donc si c'est quelque chose qui peut vous affecter et que vous n'avez pas envie d'entendre, eh ben, passez votre tour sur cette vidéo, vous pouvez quand même l'encourager en mettant un petit pouce en l'air, un commentaire, etc. pour donner du poids à cette vidéo, mais votre santé mentale d'abord. Donc aujourd'hui, on va parler de ce procès qui est en cours. Je vais vous faire un petit point sur l'actu et sur ce qui est en train de se passer, si toutefois vous n'êtes pas tombé dessus déjà. Je sais qu'il y en aura beaucoup ici qui seront déjà tombés dessus et qui savent de quoi je parle, et je vous mettrai, je pense, un timer pour que vous puissiez aller directement à la partie où moi je vous parle de ce que j'en pense, etc. et des réflexions qui me viennent à ce sujet-là. Je tiens juste d'ores et déjà à vous dire que mon objectif avec cette vidéo n'est pas de faire de l'information. Il y a des médias qui le font déjà très bien, c'est pas mon métier, ça n'a jamais été mon métier, ça va pas devenir mon métier. Je vais juste faire un petit point sur l'affaire et sur ce dont on parle, juste pour qu'on puisse comprendre la conversation que j'ai envie d'avoir avec vous dans cette vidéo et qu'on sache voilà, d'où on part. Je vous mettrai en description des ressources pour que vous puissiez vous informer sur le sujet. Il y a plusieurs reportages qui sont disponibles, plusieurs documentaires, plusieurs articles journalistiques sur le sujet. Et il y a aussi 2 journalistes que moi je suis qui sont sur place sur le procès et qui postent quotidiennement sur leurs réseaux respectifs. Donc n'hésitez pas à aller les suivre directement si vous voulez connaître l'avancement du procès au jour le jour. Marion Dubreuil, que moi je ne suis pas directement parce qu'elle est sur X et moi je n'utilise pas X au quotidien. Voilà, je n'utilise pas cette application. Mais par contre, je suis des personnes qui retransmettent ce qu'elles partagent. Et il y a Anna Margherita qui fait des stories quotidiennes sur les journées du procès, donc sur Instagram. Donc si vous voulez suivre ces 2 journalistes, ça vous permet d'avoir un point au quotidien si vous voulez vraiment être au cœur de l'actualité sur ce sujet. Et évidemment, vous pouvez aussi suivre les médias habituels que vous suivez qui donnent de l'information au sujet de ce procès. Si vous avez d'autres ressources qui nous sont utiles, qui pourraient nous être utiles pour suivre le quotidien de ce procès, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Moi, ça m'intéresse en tout cas, je suis à la recherche de ressources fiables pour suivre ce procès, parce que ce procès va avoir une durée de 3 mois, donc peut-être un peu plus, en tout cas on en a jusqu'à la fin de l'année. Donc ça va être quelque chose d'assez gros, c'est déjà quelque chose d'assez gros. Je vais en venir aux faits et de quoi il s'agit. Mais j'ai aussi envie d'avoir une conversation autour de la place de ce procès dans la lutte féministe de manière générale, sur ce que ça remet en question au niveau des masculinités, de toute la discussion qu'il peut y avoir autour de ça et des enjeux en fait derrière ce procès, parce que ce procès il a vraiment une grosse importance et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Donc voilà, donc dans un premier temps je vais faire juste de l'info et dans un deuxième temps on va discuter de ces choses-là. Alors juste pour qu'on sache de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que ce procès? C'est un procès qui est en cours, qui est en gros le procès d'un homme qui s'appelle Dominique Pellico et d'une 50aine d'autres hommes, donc ils sont 51 en tout à être jugés, dans une affaire de viol organisé. En fait, Dominique Pellico a organisé et orchestré les viols de sa femme, Gisèle Pellico, enfin son ex-femme, et il l'a en gros droguée, il lui a fait prendre des anxiolytiques à son insu et la rendre complètement dans un état où elle n'est pas en capacité de donner son consentement, et il a organisé des auprès d'hommes, voilà, qu'il a recrutés sur un forum, sur un site internet qui s'appelle Coco, qui aujourd'hui est fermé. Et voilà, il expliquait à ces personnes ce qu'il allait faire, que sa femme n'était pas au courant, qu'il s'agissait de la discussion s'appelait à son insu. Il a confirmé ça durant le procès que effectivement c'était bien des que les hommes qui étaient là étaient au courant, même si certains essayent d'avoir une ligne de défense disant le contraire. Il a confirmé qu'effectivement il était très transparent là-dessus. Il y a certains hommes qui s'en sont aperçus une fois sur place. Bref, voilà. Et pour vous donner un petit peu l'ampleur de la situation, on parle de qui ont été organisés de 2013 à peu près, 2012-2013 à 2020, donc on parle de presque 10 ans, durant lesquels il a pris des vidéos et des photos de ce qui se passait dans la chambre à coucher, dans le lit conjugal auprès de sa femme. Et d'après ces fichiers qui sont quand même au nombre de
20 000 environ fichiers de photos et de vidéos avec à caractère, dont des photos et des vidéos de sa femme en train de subir des viols, eh bien, on peut identifier qu'il y a eu 93 viols et probablement provenant de 70 à 80 hommes. On n'est pas sûr exactement le chiffre parce qu'ils ne sont pas tous reconnaissables. Et justement, il n'y en a que 50 plus lui, donc 51 en tout qui sont reconnaissables. Et en ce moment, ce qui est en train de se produire, c'est le procès de ces 51 hommes pour les juger face à ces actes qu'on peut qualifier quand même d'assez horribles. Voilà, donc c'est ça qui est en train de se produire. Ce qui est assez étonnant dans l'histoire et dans cette affaire, c'est d'avoir autant de preuves. Enfin, c'est rarissime ce genre de cas. Et c'est aussi la posture de Gisèle Pelicot qui a demandé, et c'est pour ça qu'elle a été saluée, et je vais moi aussi lui rendre hommage dans cette vidéo, parce qu'elle a un courage qui est juste indéniable, mais elle a eu cette phrase qui va, je pense, lui coller jusqu'à la fin de ses jours, mais elle a demandé à ce que la honte change de camp, et du coup, elle a décidé que son procès n'aura pas lieu à huis clos. Elle a demandé à ce que ça soit public. Elle a demandé à ce que les photos, les vidéos soient publiques et vues durant le procès et diffusées. C'est public, en fait. Vous pouvez, vous, aller assister au procès si vous le souhaitez. D'ailleurs, il y a des gens qui le font et qui documentent ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui est assez historique, qui est en train de se passer. Cette femme, elle a un courage de fou, parce que dans un monde dans lequel on se trouve, les victimes de viols sont souvent plutôt maltraitées. Et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on parle aussi d'un couple qui a une 60aine d'années. Voilà, on parle de ça, quoi. On parle d'un couple qui est installé, qui ont 50 ans de mariage, qui ont 2 enfants. Voilà. L'histoire ne s'arrête pas là pour Dominique Pellicot. Alors moi, je vais surtout parler de l'affaire Mazan, parce que en fait, si on parlait de l'affaire Dominique Pellicot, en fait, ce serait plusieurs affaires, parce qu'en fait, c'est pas la première fois qu'il commettait des actes de VSS, donc des violences sexistes et sexuelles sur des femmes. Donc il a été accusé plusieurs fois. En fait, la façon dont il s'est fait pincer, c'est juste qu'il a pris des vidéos de femmes dans un supermarché, et puis il y a le vigile du supermarché qui l'a vu, qui a demandé aux femmes de porter plainte. Elles ont porté plainte, la police a fait une perquisition de son ordinateur et de tout ce qu'il avait en sa possession qui pouvait contenir des photos et des vidéos, et c'est là qu'ils se sont aperçus de l'ampleur de la situation et du fait que c'était probablement l'un des plus gros prédateurs sexuels de ce siècle. Donc voilà. Voilà où on en est. Donc ça, c'est pour les faits. Tous les chiffres que je vous ai donnés, je les ai juste trouvés dans des articles ou des documentaires de médias d'information classiques. Je suis pas allée vérifier moi-même ces informations, j'ai pas accès au dossier, je ne sais pas exactement qui sont ces hommes. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que ces hommes qu'on a du coup pu identifier, ces 50 hommes, la liste de noms a circulé pendant un moment. En fait, c'est des hommes vraiment de toutes origines, de tous métiers, de tous âges. On parle d'hommes qui ont de la vingtaine à plus de 70 ans, qui viennent de tout niveau socio-professionnel. Voilà, il y a vraiment de tout. Et du coup, c'est en ça que c'est le procès un peu des masculinités, parce qu'on parle de monsieur tout le monde, en fait. Il n'y a pas un profil type. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler. Donc pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet ? Déjà pour donner de la visibilité à une affaire comme ça. Elle en a déjà beaucoup, mais je pense qu'il faut enfoncer le clou et rien lâcher. On va pouvoir en parler pendant encore des semaines, et probablement après. Je pense que ce procès, il est historique, et que c'est hyper important de donner la visibilité à ce qui est en train de se passer, et à ce qui est en train de se passer pour le féminisme actuellement, et le travail qu'est en train de faire Gisèle Pelicot. Alors je sais qu'elle travaille aussi pour elle et pour que justice lui soit rendue, mais c'est pas uniquement ça, il y a quelque chose de profondément féministe dans ce qui est en train de se passer. Et en fait, il va se passer plusieurs choses. Déjà, ce procès, comme il est historique, il y a des choses au niveau de la justice et la posture que va prendre la justice qui vont être importantes socialement. Aujourd'hui, si on regarde la ligne de défense de ces hommes, alors à part Dominique Pellicot qui plaide coupable, il y a aussi quelques hommes qui plaident coupables. Je crois qu'il y en a une trentaine qui plaident coupable et une vingtaine qui nient, ou l'inverse, je ne sais plus exactement, pour le coup je ne me rappelle plus de ces chiffres. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la ligne de défense que prennent les personnes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un procès, que ce soit celui-ci ou un autre, en fait, à aucun moment on est en train de chercher la vérité. Malheureusement, nous, on aimerait, quand on est partie civile ou quand on est juste un citoyen lambda, on aimerait que la justice serve à rendre justice, et c'est-à-dire à élucider la vérité. Dans le discours des magistrats, dans les prises de parole, etc., il y a ça en tâche de fond, il y a ce vocabulaire-là autour de la vérité, mais en fait, c'est pas le but. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne accusée ou chaque victime présumée ont des avocats, et le but de ces avocats, c'est de défendre au mieux leurs clients. C'est ça l'objectif.
Donc, ils vont regarder la situation, que la personne soit coupable ou pas coupable, on s'en fout en fait, ils vont plaider coupable ou pas en fonction de ce qui est le plus avantageux pour le client, en fonction de quelle est la meilleure direction pour défendre cette personne. Il n'y a pas de moralité là-dedans. C'est ça qui est hyper important à comprendre et qui est hyper frustrant. Mais aujourd'hui, la justice française et la justice de manière générale, c'est ça qu'elle fait. C'est-à-dire que le boulot des avocats, c'est de défendre au mieux leurs clients. Et chaque personne, aussi odieux soient les actes qu'ils aient commis, en fait, chaque personne a le droit à cette défense-là. A le droit à avoir quelqu'un qui prend sa défense et qui l'aide à obtenir la sentence la plus clémente possible. Donc, dans cet objectif-là, ce qui est intéressant, c'est que dans les affaires de viol, de manière générale, ce qui se passe, c'est que la ligne de défense, c'est toujours un peu la même. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir être condamné, alors ça, merci à Kat sur TikTok qui m'a donné le lien d'un compte que je connaissais pas, que j'ai découvert grâce à elle, qui est Brianji Dust, j'espère que je prononce bien son nom, mais du coup j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, qui est donc juriste, et qui a expliqué dans un de ses TikTok à ce sujet-là que, en fait, pour que une personne puisse être condamnée, il faut 3 choses par la loi. Donc il faut déjà qu'il y ait un élément matériel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des faits, il faut qu'il y ait des faits, qu'on puisse les prouver, qu'il y ait des preuves, voilà, il faut qu'il y ait un élément matériel. Ensuite, il faut qu'il y ait un élément légal, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un texte de loi qui condamne cette chose-là. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut qu'il y ait un élément moral, c'est-à-dire que la personne soit en capacité de comprendre que là, c'était une erreur, ce qu'elle a fait. Donc il faut ces 3 éléments-là pour pouvoir condamner quelqu'un. Dans les affaires de viol, habituellement, classiquement, en fait, les affaires sont classées sans suite, faute de preuves. C'est-à-dire qu'on bloque et on est en embûche sur le premier, qui est l'élément matériel. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyen de prouver qu'il y a vraiment eu viol, sachant que pour la loi viol, c'est tout acte de pénétration avec quelque objet que ce soit et dans quelque orifice que ce soit. Donc d'habitude, dans ce genre d'affaires, vu que ça se passe toujours dans le sein de l'intimité entre des personnes, parce que la plupart du temps, je le rappelle, mais dans les affaires de viol et de violence sexuelle, en fait, c'est très souvent une personne qui est un homme et qui est un homme intime de la victime, donc c'est souvent son mari, son ex-mari, son conjoint, son ex-compagnon, enfin voilà, une personne qu'elle connaît et qui lui est proche. Donc ça se passe souvent au sein de sa propre maison, entre 4 murs, sans témoins, etc. Donc c'est très dur de prouver l'élément matériel. Donc très souvent, la ligne de défense, c'est « Bonjour, moi je suis pas d'accord, ça c'est ce qu'elle dit, moi je suis pas d'accord, je pense qu'elle était consentante, elle dit qu'elle est pas consentante, vous pouvez pas le prouver, qu'elle le prouve, voilà, moi je suis pas d'accord. » En gros, on conteste les faits. Là, contester les faits de il n'y a pas eu pénétration, il n'y a pas eu non-consentement, c'est un peu compliqué, mais dans la mesure où il y a quand même 20 000 fichiers, les gars, hein, qui prouvent qu'il y a une personne qui est de toute évidence inerte et des hommes qui, de toute évidence, sont en train de pratiquer, qui s'appelle du coup une pénétration non consentie. Donc c'est visible, en fait. Donc là, on ne peut pas contester les faits. Et c'est en ça, déjà, que ce procès il est totalement historique. C'est-à-dire que là, on ne pourra pas dire les gars, faute de preuves, on va classer le truc sans suite. Donc il y a un truc intéressant là-dessus. Le deuxième truc, c'est l'élément légal. L'élément légal ici, c'est le fait que les sont condamnés. Alors ça, la loi, merci à toi du coup, je suis désolée, Brianji Dust, d'avoir expliqué ça dans tes vidéos, parce que moi je savais pas que c'était récent, mais en fait c'est assez récent, la loi a évolué là-dessus. Et du coup, ça c'est pas contestable, je veux dire, le viol est condamné par la loi, donc il y a vraiment une loi là-dessus, donc ces personnes peuvent être condamnées. Donc le seul truc sur lequel elles peuvent jouer, c'est l'élément moral. C'est-à-dire dire oui, mais moi j'étais pas en capacité de comprendre, soit parce que j'étais pas au courant qu'en fait la femme était pas d'accord, soit parce que moi j'ai eu une enfance difficile, moi je suis atteint d'un trouble je ne sais quoi, et donc j'étais pas en pleine possession de mes moyens et j'étais pas en capacité de prendre des décisions. Donc déjà, ça nous explique pourquoi la ligne de défense est celle-ci. Parce que, comme tout le monde, moi, mon premier réflexe, quand j'ai entendu les médias dire, les magistrats dire oui, mais il y a des viols, oui, mais il n'y a pas viol si jamais ils ne savaient pas, et prendre cette ligne de défense, de dire ils n'ont pas fait exprès de violer, j'ai trouvé ça très énervant. Et en même temps, en fait, c'était la seule ligne de défense possible. C'est-à-dire que là, il y a des preuves, on ne peut pas contester l'élément matériel, on ne peut pas contester l'élément légal. Le seul truc qu'on peut contester, c'est l'élément moral. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que là, il se passe quelque chose au niveau juridique, c'est que quand on dit c'était pas volontaire, ici ce qu'on veut dire, ce n'était pas intentionnel. Donc en fait, on va faire la distinction entre, si on prend l'exemple de l'homicide, mais vous allez voir qu'il n'est pas tout à fait comparable au et on va expliquer juste après pourquoi, mais juste pour expliquer ce que je suis en train de dire, si on prend l'exemple de l'homicide, en fait, on fait la distinction entre un homicide volontaire et un homicide involontaire.
Et donc, dans l'élément moral, ça va être pris en compte. C'est-à-dire que, en fait, ça va changer la culpabilité, ça va changer ce qui est jugé, en fait. On va abaisser la gravité de ce qui est jugé. On va faire la distinction entre j'étais en voiture et j'ai écrasé quelqu'un accidentellement, la personne a traversé, je l'ai pas vue, et voilà, j'ai essayé de l'éviter, mais en fait, je l'ai percutée et elle est décédée. On va faire la distinction entre ça et j'ai vu quelqu'un sur la route, il se trouve que c'est quelqu'un que j'aime pas en plus, donc j'ai accéléré, je l'ai écrasé volontairement et donc je lui ai donné la mort. Vous voyez, on fait la distinction entre les deux. Et la personne ne va pas être jugée de la même manière. Donc ici, la ligne de défense des personnes qui réfutent le viol en disant non, je ne suis pas coupable, en fait, ça peut être que sur l'élément moral. Donc ce qui reste, c'est de dire ah, c'était un viol involontaire. Je ne savais pas, je pensais qu'ils étaient dans un jeu sexuel, je pensais que c'était de l'échangisme, je pensais que c'était du libertinage. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes n'ont pas dit je pensais que c'était un jeu type BDSM avec du CNC, le fait de jouer, c'est du consent non-consent, donc c'est jouer au alors que ça aurait été certainement la ligne de défense la plus intelligente à avoir plutôt que de dire c'est du libertinage. Et là, ça montre aussi que à quel point c'était pas le cas, quoi, et à quel point ces gens-là ne sont pas du tout au fait et pas du tout informés des pratiques sexuelles de cet ordre-là, parce qu'en fait, ils sont juste en train de ils sont pas en train de faire des choses consenties. Donc en fait, ils sont pas du tout informés, ils connaissent pas du tout ces sujets-là, la culture qu'il y a autour de ça, parce que la culture de l'échangisme, la culture du BDSM, la culture autour du libertinage, c'est une vraie culture avec des codes, avec des règles, avec tout qui est balisé pour bien protéger les personnes qui y participent, le consentement de chacun, etc. C'est pas du tout un truc qui ressemble à ce qu'on est en train de voir dans cette affaire. Donc c'est hyper intéressant de voir que cette ligne de défense, de toute façon, enfin, quand on s'y connaît un tout petit peu, on voit à quel point elle tient pas debout. Mais en tout cas, c'était une tentative. Vous voulez qu'il fasse quoi, j'ai envie de dire? Si t'es avocat et que tu dois défendre quelqu'un dans cette situation, la seule chose que tu puisses faire, c'est il savait pas que c'était un tout remettre sur le mari, ou dire il était pas dans son état naturel, il n'est pas en capacité cognitive de comprendre, il a un trouble mental, il a un retard mental, enfin quelque chose comme ça. C'est les seules lignes de défense possibles. Là déjà, l'une des choses que j'ai envie de dire sur ce procès, c'est que c'est intéressant de voir ce truc-là se dérouler. C'est-à-dire en fait c'est la première fois finalement. En fait c'est la première fois qu'on voit comme ça cette victime idéale qu'est Gisèle Pelicot dans cette situation-là. Bien sûr, je suis pas en train de dire, quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de dire que sa situation est enviable et que c'est pas terrible ce qu'elle a vécu. Hein. Je parle juste d'un point de vue très pragmatique au niveau de la loi, dans le sens où il y a plein de preuves que son mari a avoué tout simplement ce qu'il avait fait. Il a dit oui, c'était bien des viols, c'est moi qui ai orchestré tout ça, je suis un violeur, voilà. Et il y a des preuves, et il y a des images de elle qui n'est pas en état de donner son consentement. Donc du coup, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui ont cette ligne de défense-là. Est-ce qu'on reste sur ce truc de, en fait, c'est pas comme l'homicide, on peut pas dire qu'on n'a pas fait exprès de... On peut pas dire, excusez-moi, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé et du coup, j'ai pénétré cette personne par inadvertance. Comme on pourrait le faire pour la question de l'homicide, vous voyez. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce que il y a des décisions qui vont être prises qui vont faire du coup jurisprudence et qui vont littéralement changer la loi pour les affaires suivantes. Et donc c'est là qu'il se joue quelque chose de profondément important dans la lutte féministe. Comment on va traiter ce cas-là? Parce que là, on est dans un cas où nous, on attend de la justice, en tant que féministe, en tout cas, en tant que femme, de se dire, mais attendez, si même une victime comme Gisèle Pelicot, en fait, n'obtient pas la condamnation de ses agresseurs dans cette situation avec autant de preuves, etc., avec l'aveu du mari qui a dit oui, j'ai tout orchestré, j'ai parlé avec chacun d'entre eux, ils se sont tous des violeurs, et qu'à la fin, ils ne sont pas condamnés, ça veut dire quelque chose. Il y a un message au niveau de la société globale qui est envoyé, vous voyez? Donc c'est ça, là, qui est en train de se jouer. C'est nous, en tant que femmes, et même dans toutes les minorités ou toutes les strates de la société qui sont oppressées, là, c'est l'occasion pour la justice de faire son boulot et de ne pas aller dans ce truc de oui, en fait, on protège les strates supérieures de la société moralement, c'est-à-dire on protège les personnes privilégiées, on protège les hommes blancs, les hommes cis, on protège les personnes riches, on protège les personnes avec du pouvoir, et là, c'est l'occasion de dire non, en fait, la justice va faire son travail. Et donc, on attend beaucoup, en tant que femme, moi en tout cas, je vais parler juste en mon nom, mais moi j'attends beaucoup de ce procès parce que pour moi, ça me dit dans quelle société je vais vivre, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, je pouvais entendre oui, on n'a pas de preuves, oui, on choisit, enfin, c'est un parti pris. C'est un parti pris avec lequel je suis pas forcément d'accord, mais c'était un parti pris de se dire, c'est la présomption d'innocence. On aurait pu faire, c'est la présomption de culpabilité, mais on a décidé que c'était la présomption d'innocence qui valait. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum de ne pas condamner des gens qui n'ont pas commis les faits. C'est ça qu'on essaye de ne pas faire. Du coup, tant qu'on peut pas prouver, on peut pas condamner. Donc,
Moi, j'étais là, bah oui, effectivement, on manque de preuves parce que c'est des choses qui se passent dans les maisons, en fait. Et le problème, c'est que cette oppression-là, elle est tellement globale et on l'a toute subie, enfin, je veux dire, à différentes échelles, mais moi, des violences sexistes depuis mon enfance, j'en ai eu de beaucoup d'hommes dans mon entourage, en fait. Et puis, de manière générale, l'espace public est oppressant quand on est une femme. Ça nous amène à toute cette discussion qu'il y a autour de cette affaire, qui va donc bien au-delà de l'affaire. Donc, il y a l'aspect très juridique de, tiens, que va faire la loi ? Que vont faire les magistrats? Qu'est-ce qui fera jurisprudence pour la suite? Et qu'est-ce que ça va vouloir dire de la société et de la justice avec laquelle on vit au quotidien, hein, de quand même un des piliers de notre démocratie, c'est le système judiciaire. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Et dans quel monde on va vivre? Donc, il y a cet aspect-là. Puis, il y a aussi, du coup, cette mise sur la place publique de la preuve de à quel point, depuis des générations, les femmes disent mais les ce sont monsieur tout le monde, en fait. Ce n'est pas ce truc de ce mec un peu bizarre dans un parking avec une femme qui est en jupe courte et cet homme qui est racisé et dangereux parce que dans sa culture, machin. C'est pas ça, en fait. Le quotidien des femmes, c'est un homme avec qui t'as vécu 50 ans et que t'as eu 2 enfants et en qui t'as pleinement confiance et que t'as jamais soupçonné, en fait. C'est ça, la réalité de ce type de violence. Et donc, là, c'est l'occasion d'avoir cette discussion, en fait, parce que jusqu'à maintenant, les lignes de défense dans les procès de ce genre-là, qui là, du coup, ne sont pas recevables, c'est de réfuter les faits, et puis de dénigrer la victime, de dire oui, mais c'était un peu de sa faute, et à quelle heure elle était dehors, et comment elle s'habillait, vous voyez, de nourrir, en fait, cette culture du viol. Et du coup, c'était compliqué de sortir de ça, parce que, encore une fois, c'est pas que réellement les magistrats et réellement les avocats y croient. Il y en a certainement certains qui sont frontalement sexistes et qui croient que oui, les femmes se font violer et c'est bien de leur faute. Mais je pense que dans beaucoup de cas, c'est pas du tout ça qui se passe. Dans beaucoup de cas, c'est juste ils essayent de défendre leurs clients et le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est démonter la victime et dire ouais, mais vous avez vu aussi la jupe courte qu'elle portait, quoi. Et du coup, tout ça, ça alimente en fait cette culture du viol. La culture du viol étant que les personnes qui sont violées, c'est à cause de leur position. C'est elles qui provoquent, c'est elles qui sont aguicheuses, c'est elles qui portent des vêtements qui vont pas, c'est elles qui font pas attention et qui sortent à des heures qu'il faut pas. Là, on parle d'une femme qui a une 60aine d'années, qui était dans son lit conjugal, dans une tenue tout à fait normale. Je veux dire, on peut pas... C'est en ça que c'est une victime idéale et que du coup, on ne peut pas avoir la ligne de défense habituelle. On peut pas avoir la discussion habituelle et le déroulement du procès habituel. Et c'est en ça que c'est intéressant et que ça va faire bouger des choses et que ça va avoir quelque chose de symbolique pour la suite, quoi. Et en plus de ça, donc comme j'étais en train de vous le dire, toute la question de... ça met en avant à quel point ces violences, elles sont systémiques. En fait, j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux vouloir exposer les listes et être très très en colère vis-à-vis des hommes précisément qui ont fait ces actes. Et je les comprends et je suis d'accord avec le fait que ces actes étaient odieux, que Gisèle est une miraculée et que je pense... Enfin, elle aurait pu mourir, en fait. Elle était pas loin de ça, parce qu'en fait, les doses de médicaments qui lui administraient, pardon, j'en perds mes mots, les doses de médicaments qui lui administraient étaient de plus en plus grandes pour avoir le même effet, parce que malheureusement, il y a une forme d'accoutumance à ce genre de médicaments, donc pour la sédater correctement, bah, c'était de plus en plus grand, et du coup, elle commençait à avoir des problèmes de santé, elle avait des absences, elle avait des problèmes gynécologiques, enfin, je veux dire, c'était odieux à l'échelle individuelle de cette femme, de ce couple et de ces hommes individuellement qui étaient odieux. Mais en fait, on se rend compte à quel point quand on écoute la défense et quand on écoute le procès, à quel point c'est pas à propos de ces hommes, en fait. C'est pas ces hommes qui sont monstrueux. Et pour moi, ça va être hyper important de dire ça. Et ça veut pas dire que je ne condamne pas ce qui s'est passé, hein. Loin, loin, loin de moi cette idée. Ce que je dis là, c'est que dire que c'est des monstres, en fait, c'est les déshumaniser et c'est ne pas reconnaître le problème. Ça fait partie du problème. Si on commence à dire oui, mais c'est des cas isolés et c'est des hommes monstrueux et il y a quelques hommes monstrueux et puis les autres, c'est des hommes normaux, en fait, on s'éloigne du propos. Ce procès, bien sûr, c'est à propos de ces 50 hommes-là, 51 hommes-là, parce que c'est eux qu'on est en train de juger, mais en fait, ça va bien au-delà. On est en train de parler d'une systémie. On est en train de parler de qu'est-ce que cette société et qu'est-ce que notre système permet, en fait. Ces hommes, ils ont violé pourquoi ? Parce qu'ils le peuvent, et que dans la plupart des cas, ils sont impunis. Il y a des données là qui sont sorties, que j'ai vues au Canada sur certains TikTok, etc., de questions qui ont été posées à des hommes, des hommes jeunes, des hommes d'une trentaine d'années, des hommes... voilà, on leur a dit, si vous étiez certain de
pas être pris. J'allais dire certains ou certaines, c'est marrant, j'ai tellement l'habitude de parler de manière épicène qu'en fait j'ai failli dire certaines. Mais en fait là, en l'occurrence, c'était auprès d'hommes où on demandait à des hommes si vous étiez certain de ne pas être pris et de ne pas être condamné, de ne pas être piqué, est-ce que vous vivriez? Est-ce que vous auriez envie de vivre si vous étiez sûr que vous ne pouviez pas être pris? Et il y avait 2 tiers qui disaient oui, en fait. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'éducation globale, et c'est pas cette histoire de not all men. Bien sûr qu'on est au courant qu'à échelle individuelle, tous les hommes ne sont pas des violeurs. C'est pas le sujet, en fait. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pas à propos des hommes individuellement, c'est à propos du système global. Qu'est-ce qu'on fait qui produit ce genre de choses? Parce qu'en fait, on voit bien que c'est pas juste des hommes monstrueux. Il y a des hommes de tout âge, de toute génération, de tout niveau culturel, de toute économie. Donc c'est quelque chose de global. Cette histoire de ces femmes qui préfèrent, et dont je fais partie, hein, à qui on pose la question, est-ce que vous préféreriez dans la forêt avec un homme ou avec un ours, qui répondent un ours, je veux dire, ça dit quelque chose. Et pourquoi avec un ours? Si vous écoutez les réponses, et celles que moi j'aurais données, c'est, au moins, si jamais je suis attaquée, on me croira. On me croira. On me dira pas, oui, mais t'es habillée comment, en fait? Et si jamais je meurs, je vais juste mourir, en fait. On va pas me torturer, on va pas me violenter, on va juste me tuer pour me nourrir. Il y a quelque chose de moins terrifiant là-dedans, en fait, de ce que je peux avoir avec un homme. Et ça dit quelque chose. Donc, moi, ce que j'ai envie qu'on discute ici, c'est de qu'est-ce qu'on a fait collectivement, et je nous inclus là-dedans les femmes, qui créent ça. Et pour moi, là, on parle de dynamique de domination, en fait. C'est pas du tout nouveau, c'est pas moi qui arrive avec ça. Enfin, je veux dire, vous pouvez lire Bourdieu si vous voulez. Si c'est trop dur à lire, vous pouvez lire des résumés de Bourdieu, hein, comme moi je l'ai fait, ou demander à ChatGPT de vous le résumer dans un langage lisible. Vous pouvez lire aussi Le berceau des dominations. Si vous lisez ces livres-là, si vous vous renseignez sur ce sujet-là, vous allez comprendre qu'en fait, la société dans laquelle on est, elle est patriarcale. La société dans laquelle on est, elle est capitaliste. Et c'est le capitalisme qui crée tout ça, qui crée ce patriarcat. Il y a des logiques de domination qui existent. Et en fait, quand on est en position de force, quand on est en position de dominant, en fait, on domine. Point. Si on peut le faire, on le fait. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Bien sûr, là, on parle des hommes sur les femmes mais dans cette vidéo, mais en fait, si vous regardez, c'est vrai pour tout. Nous, en tant qu'humains, on a le pouvoir sur certains animaux, eh bien, on le prend, en fait. On l'exerce et on devient odieux. On a le pouvoir sur... moi, je parle en tant que femme blanche, sans s'en rendre compte, je suis certaine que j'ai eu des actes racistes dans ma vie, en fait. Et pourtant, je me considère pas raciste, et si vous me demandiez est-ce que Esther t'es raciste, je dirais non, bien sûr que non, je suis pas raciste. Mais en fait, je profite du système qui est au profit des personnes blanches. C'est évident que j'en ai profité. Et beaucoup plus qu'une femme noire, en fait. Et c'est comme ça pour tout. Et c'est pas à propos de moi individuellement, c'est à propos du système en lui-même qui favorise certaines strates de la société, en fait. Et ces hommes bénéficient du système. Et donc, arriver et dire, quand on dit oui, mais bon, le système est raciste, dire non, mais moi, je suis pas raciste, en fait, on s'en fout, c'est pas le sujet. Là, c'est la même chose. Quand de dire les hommes qui disent oui, mais moi, j'ai jamais violé de femme, oui, mais on s'en fout, en fait. C'est pas le sujet. Je suis désolée d'être un peu énervée là-dedans, mais en fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que là, c'est l'occasion, ce procès, c'est l'occasion d'avoir cette discussion-là sur le système en lui-même et de sortir de la discussion de « oui, mais il y a des personnes » et pointer du doigt ces personnes qui agissent mal. « Ou toi, tu es un monstre, toi, tu es monstrueux, toi, tu es pas une personne bien. Ou toi, tu es raciste, ou toi, tu es sexiste, ou toi, tu es du grossophobe. Bouh, cancel culture. » On s'en fout, en fait. C'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on a fait collectivement qui crée cette stratification. Elle part de plein de choses, en fait. Il y a des axes culturels, il y a des axes biologiques, il y a des axes qui sont propres à l'histoire de l'humanité. Il y a plein de choses qui sont entremêlées dans cette espèce de tas de nœuds. Et notre boulot, là, si on veut une société juste, parce que c'est même pas obligatoire, en fait. On peut décider qu'on est d'accord avec une société qui est totalement injuste, et puis il y a des gens qui prennent cher, et puis il y a des gens qui s'en sortent haut la main, et qui sont juste des hommes blancs et riches, et puis il y a des personnes qui sont des femmes noires, handicapées, et transgenres, et avec un handicap. Bon, voilà, on peut être d'accord avec ça, en fait. Dire, puis avant tout, il y a les animaux, et puis même dans les animaux, il y a des strates dans les animaux, il y a des animaux dont la vie vaut plus que d'autres. Hein. Les chats, les chiens, ça, faut sauver. Les phoques, faut sauver. Par contre, les moutons, les chèvres, les poulets, on s'en fout. Enfin, oui. Et les poissons, alors on n'en parle même pas. Enfin, voilà. Et on peut être OK avec cette strate-là, mais faut juste remarquer qu'elle est là. Et que là, on vit dans une société où on dit non, on est tous égaux en droit, la race, ça ne compte pas, le genre, ça ne compte pas.
Mais en fait, c'est pas ce qu'on vit, en fait. La vie de chacun d'entre nous n'a pas la même valeur dans cette société. On n'a pas les mêmes opportunités, on n'a pas la même visibilité, on n'a pas les mêmes chances, on n'est pas égaux. Voilà, c'est le constat, en fait. La société protège certaines strates de la société et nuit à certaines autres strates de la société. Et là, ce procès, c'est l'occasion de remettre cette discussion sur la table, de remettre en question ce choix qu'on a fait, la manière dont on éduque nos enfants, la manière dont on éduque les hommes, les futurs hommes en particulier, la manière dont on reproduit ça, puis je parle même des enfants de manière générale, dans comment on les éduque en fonction de leur genre, comment on les éduque en fonction de leur ethnie et de l'ethnie de leurs camarades, comment on éduque tout le monde et est-ce qu'on est d'accord avec l'effet qu'a cette éducation? Est-ce qu'on est d'accord avec ce que ça crée, en fait? Ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? Et dans ce cas-là, on a besoin collectivement de profondément se remettre en question et de faire des changements. C'est des changements profonds culturels, en fait, qui doivent être menés. Et c'est sur du long terme. Et ce genre d'affaires, c'est l'occasion d'avoir cette discussion en public et de sortir du juste not all men. Non pas que ce soit pas vrai, mais c'est juste que ce n'est plus la discussion, en fait. C'est une discussion plus profonde et avec un peu plus de hauteur que moi j'ai envie d'avoir ici avec vous. La vraie question derrière ça, c'est quelle société on a envie d'avoir? Est-ce qu'on a envie d'avoir une société où tout le monde est égaux en droit? Et la réponse peut être non. Et dans ce cas, c'est la guerre et très bien. Enfin, je veux dire, en fait, en soi, on peut faire ce choix-là. Et le problème, c'est que pour l'instant, c'est le choix qui est fait. C'est le choix qui est fait parce qu'il est entretenu par les hommes au pouvoir. Juste regardez qui sont les personnes au pouvoir. C'est une écrasante majorité d'hommes blancs. Enfin, je sais pas, genre... Il faut vraiment avoir de la merde dans les yeux pour pas le voir ou faire preuve d'énormément de mauvaise foi, vous voyez? Donc, évidemment, tout ça s'entretient, mais c'est des personnes riches qui ont des avantages à maintenir. Et c'est même pas forcément conscient. Je dis pas que ces gens sont des monstres, ils sont des personnes... Mais c'est culturel, en fait. Quand vous montez dans les strates de la société ou quand vous êtes dans une position de pouvoir, en fait, vous ne vous rendez pas compte du pouvoir que vous exercez sur les autres. Moi, s'il n'y avait pas des personnes de mon entourage qui sont racisées, qui sont noires, des amis proches, des femmes proches de moi qui ont montré, en fait, combien moi, je n'avais pas le même traitement qu'elles, si elles ne me l'avaient pas montré, je n'aurais pas pu le voir, en fait. Ce n'est pas possible de le voir quand on est dans une position privilégiée. C'est le principe du privilège, en fait. On ne le voit pas quand on est dans cette position-là. Donc moi, j'en veux pas du tout à ces hommes blancs d'exercer leur pouvoir. J'en veux pas du tout à ces gars qui débarquent, qui disent bah, je sais pas, je croyais que je pouvais, c'était sa femme. Moi, je pensais que sa femme lui appartenait. Il a dit oui, donc je pensais que je pouvais. Je leur en veux pas dans le sens où je comprends qu'en fait, on a merdé collectivement. Alors bien sûr, après, ça veut pas dire qu'individuellement, là, tout de suite, ils doivent pas être condamnés pour les actes faits et qu'ils doivent pas être punis. Mais c'est pas ça le sujet, en fait. Je comprends et je ne pense pas que ces personnes individuellement soient monstrueuses. Je ne doute pas du fait que Dominique Pellicot, par ailleurs, était certainement un papa extraordinaire et a certainement été un ami de confiance et a certainement été, je sais pas, un bon papy et plein de choses super par ailleurs, en fait. Cette personne n'est pas un monstre, c'est juste le produit de la société dans laquelle on est, et il a fait des actes monstrueux pour lesquels il doit être condamné, mais si on remet pas en question le reste de la société, on passe totalement à côté du problème, en fait. Vraiment. Donc pour moi, c'est important qu'on ait cette discussion. Je ne sais pas du tout, mais alors, pas du tout, à quel point YouTube est prêt pour ce genre de conversation. En fait, ça fait des années que je me pince les lèvres, et que je tiens cette chaîne YouTube depuis 2012, ça fait des années que j'ai envie d'avoir ce genre de conversation et qu'à un endroit je m'auto-censure, c'est hyper compliqué de pas avoir peur de se faire catégoriser trop vite et juger trop vite, alors que là j'essaye d'avoir un discours nuancé, j'essaye d'avoir un discours pas nuancé au sens genre j'excuse ce qui est en train de se passer, pas du tout, mais au sens de ok, ça c'est la lecture niveau 0, et si on essayait d'avoir une lecture un peu plus complexe de la situation. C'est ça que je dis quand je veux apporter de la nuance, c'est apporter de la complexité au discours, en fait. Et pas rester sur un truc, il y a les méchants, il y a les gentils, voilà, il y a les victimes, il y a les agresseurs, il y a ceux qu'on va mettre en prison, puis il y a ceux qu'on va mettre sur un piédestal dans les médias. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Voilà. N'hésitez pas à me dire, en tout cas pour l'heure, ce que vous pensez de cette discussion, où est-ce que vous en êtes de cette réflexion. Si vous avez des ressources, moi je suis preneuse de ressources fiables, évidemment, des personnes qui sont compétentes sur les sujets ou des choses qui sont, documentées. Voilà, un petit peu de sens critique, s'il vous plaît, si vous en avez les moyens, un peu de sens critique pour choisir les ressources que vous partagez. Et puis écoutez, moi je m'arrête là pour cette vidéo aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis on se retrouve très bientôt, dimanche prochain, dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.